Bienvenue à ce forum de peering de l'Afrique occidentale. Cette première séance dédiée à la région de l'Afrique occidentale. Et j'espère que vous allez allez profiter d'un événement très intéressant. Et j'espère que vous allez apprendre plus sur le peering. Je m'appelle Gayling. Je suis le consultant et coordinateur des forums de peering pour le 2021. Sur le programme aujourd'hui, c'est un programme intéressant. Nous allons considérer l'écosystème d'interconnexion en Afrique. Le premier orateur va parler en bref sur la situation actuelle et nous passerons après à l'infrastructure et nous aurons une présentation d'Orange. Nous passerons après à parler de la sécurité qui fait partie du comité aujourd'hui. Il va nous parler de la sécurité. Et nous allons finir avec une présentation sur l'infrastructure de nuages. Alors, l'objectif de la réunion aujourd'hui est de considérer ce qu'on ne pouvons faire pour le peering en Afrique occidentale, pour améliorer les réseaux et la connectivité et de favoriser la connexion des gens qui n'ont mal desservi en Internet. C'est un objectif pour aujourd'hui. Alors, nous voulons remercier nos sponsors, Facebook Afrique, FlexOptics, le fournisseur d'interprétation, et nous voulons reconnaître l'effort de FlexOptics de fournir l'interprétation. Et nous voudrons aussi remercier Pikes Afrique, Tinkamru, RAC Centre et d'avoir rendu possible cet événement. Un grand merci à vous aussi. Alors, les orateurs aujourd'hui, nous avons Mohamed Roudman, qui est le PDG et le fondateur de l'EXP en Nigeria. Il va partager sa présentation. Après, nous aurons ensuite le Nujo Fall, l'expert d'Orange, Brian Davenport et Aderemi Adjumo de Cloudflex. Alors, sans plus attendre, j'invite au premier orateur et je laisse la place à Mohamed pour son intervention. Merci. Merci, Guylain. Je vais parler de la situation actuelle des IXP en Afrique occidentale. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Avant de commencer, je suis très heureux de pouvoir participer et je suis contente avec le travail de ISOC et du travail des parties prenantes de plusieurs pays pour engendrer la connectivité dans cette région. Vous avez fait un travail super dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je vous remercie. Guylain et tout le reste de l'équipe d'ISOC. Je vous remercie. Alors, je passe à la deuxième diapositive. Alors, l'Afrique occidentale est une des régions de l'Afrique, des 5 régions de l'Afrique. Il y a 16 pays et de ces 16 pays, il y a 13 points d'échange. Dans les 10 dernières années, il n'y avait que 3 IXP à Nigeria et Ghana, mais maintenant, avec le travail d'ICSOT et l'Union africaine, nous avons vu une amélioration importante. Il y a encore néanmoins 3 pays qui restent sans IXP, Guinée-Bissau,
et 2 autres pays qui restent sans IXP. J'ai marqué Sierra Leone. Alors, vous avez peut-être, vous ne l'avez pas trouvé sur tous les records. Oui, c'est pour vous montrer le système différent dans les pays différents. Nous avons des numéros de systèmes autonomes 452 et l'Afrique occidentale, en Afrique du Sud, ils ont le taux le plus élevé. Et l'Afrique de l'Est est le deuxième avec plus de 600. Et nous avons moins numéro de système autonome. Mais la quantité est en croissance depuis l'année 2006. Les pays qui ont établi la connexion depuis cette année. La plupart ont commencé dans cette période. Quelques fournisseurs ont commencé, ont fait du pairing sur quelques points d'échange. Alors, ici, vous voyez le total du trafic de tous les pays. Nous avons de 350 gigaoctets par seconde. Et si vous faites la comparaison avec d'autres régions d'Afrique, c'est les autres régions qui sont en tête en ce qui concerne le volume de trafic à cause de Napa Africa et le point d'échange à Johannesburg. Ils ont plus de trafic. Vous comprenez l'idée ça vous permet de comprendre le volume de trafic. Ghana est deuxième sur la liste et Burkina Faso qui ont et qui ont 11 gigaoctets par pays. C'était juste pour vous donner le fond de l'écosystème des pays africains et pour montrer les pays qui n'ont pas encore la connexion. Merci. Je suis disponible pour des questions. Merci, Mohamed. Et merci pour vos commentaires. Oui, il reste du travail à faire dans les pays qui n'ont pas encore un point d'échange. Et c'est le premier pas pour créer un écosystème. Je vais inviter Ndiogo Fall. Ndiogo Fall est l'expert transmission IP de Orange. Orange, il est basé au Sénégal. Vous pouvez trouver plus de détails sur sa biographie sur le site, mais Ndiogo va nous parler un peu du projet de Orange qui s'appelle Joliba, qui regroupe ou qui connecte beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Donc, sans plus tarder, je pense que je laisse la parole à Ndiogo qui va nous parler un peu de ce projet qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. À toi, Ndiogo, si tu m'entends. Ok, Justin, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je salue tous les participants sur ce panel. Donc, comme tu l'as bien dit dans l'introduction, je vais parler du projet Joliba. C'est un projet du groupe Orange qui vise à interconnecter les grandes capitales africaines, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un projet qu'on a débuté et qu'actuellement, on a pu raccorder quelques capitales africaines grâce à de la fibre optique et du câble sous-marin. Donc, dans les slides suivants, on peut parler de comment cette interconnexion est faite. On va donner les informations clés sur ce projet. On va parler du contexte actuel de l'Afrique, qui se passe en Afrique de l'Ouest actuellement, et des opportunités que Joliba peut offrir, et l'architecture du réseau Joliba et peut-être les solutions que nous offrons à nos clients. On peut aller sur le slide. Donc, voilà la situation actuellement en Afrique. Comme vous le voyez sur le schéma, il y a déjà certaines connexions, surtout en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Je pense que Liquide en a parlé tout à l'heure, ils sont participants même. En Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, il y a beaucoup plus d'interconnexions. Par contre, en Afrique de l'Ouest, on a remarqué qu'il n'y avait pas encore de réseau intégré. Justement, Joliba, c'est un réseau d'Orange qui vise maintenant à interconnecter cette Afrique de l'Ouest-là en rejoignant les capitales régionales. Je veux dire, aujourd'hui,
on peut être à Dakar, Dakar sera relié à Abidjan, Abidjan relié au Burkina Faso, à Ouagadougou et jusqu'au Nigeria. Cette connexion existe déjà grâce au réseau Joliba. Donc voilà les opportunités que Joliba offre. C'est un réseau qui est sécurisé. Donc c'est un backbone sous-régional avec 10 000 km de fibre optique avec 2 routes terrestres. Donc il y a une sécurisation au niveau terrestre en 2 routes. Et aussi il y a une sécurisation, une troisième sécurisation qui est le câble sous-marin, soit EIS, soit SAT3, qui permettra en cas de problème sur la fibre ou bien en cas de coupure sur les fibres terrestres, le trafic peut être véhiculé grâce au câble sous-marin de EIS, de SAT3 ou de MEOAN. Donc, ce projet vise à soutenir aussi le développement de l'écosystème de la sous-région et aussi à améliorer l'expérience qu'il y a dans la région ou créer un réseau sans coût, c'est-à-dire un réseau où on peut être intégré de Dakar à Abidjan sans passer par des opérateurs. Au début, en Afrique, c'était un peu compliqué de créer un lien entre Dakar et Ouaga. Il fallait le faire pays par pays, parler avec les opérateurs nationaux sur chaque pays. Et ça, c'était très, très difficile. Maintenant, avec le réseau Joliba, on n'a pas besoin de beaucoup d'interlocuteurs. Comme nous avons créé un réseau qui peut aller de Dakar à Ouaga sans interruption, ce sera le seul interlocuteur. Donc, voilà les avantages qu'offre le réseau Joliba. C'est un réseau très résilient. Il y a 2 voies de terrestre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fibre optique. Et aussi, il y a une voie marine. Ça veut dire que même s'il y a une coupure FO sur la terre, le trafic peut être véhiculé par les câbles sous-marins. C'est un réseau facile à mettre en œuvre, d'autant plus que pour la production, comme il s'agit d'un seul interlocuteur, en un seul clic, je peux créer un lien aujourd'hui de Dakar au Nigeria sans problème. Donc, c'est facile à mettre en œuvre. Il y a aussi des engagements en termes de SLI qui sont très, 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 très bien, comme que nous sommes sécurisés sur 3 axes. Donc, les SCI, c'est bien respecté, même s'il y a des problèmes sur le câble sous-marin, avec nos 2 voies terrestres, il n'y a pas possibilité qu'on perde le trafic. Et si la gestion, c'est une gestion dédiée en local, on a créé une équipe en local au niveau du Sénégal. C'est cette équipe-là qui s'agira de l'exploitation, de la maintenance et de la production. Voilà un peu le réseau Joliba qui est composé de 10 000 km de fibre optique répartis par pays. Au Sénégal, on en a 1729 km, au Mali, 2569, en Côte d'Ivoire, 3353 km, au Burkina Faso, 955 km. Donc, c'est un réseau d'OVDM de 100 gigas répartis en 10 par 10 gigas, omnibus entre les réseaux, entre les POP RADR. Donc, on a des POP dans chaque pays. On a 2 principalement à Dakar, au niveau de Dakar Ouakam et Dakar Médina. On en a 2 autres aussi au Mali, Dakar Bamako MSC1, Bamako MSC2. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 2 POP République au niveau du site de République et au niveau du site de KM4. Au Burkina Faso, nous sommes présents aussi là-bas sur 3 sites. Il y a Ouaga HQ et Ouaga Balqui. Et on a ici à Dakola qui est sur la frontière avec le Ghana. Au Ghana, nous sommes sur 2 sites. Il y a Accra Rak et Africa et Accra Nita. Au niveau du Nigeria aussi, nous sommes présents à Lagos avec 2 sites, Lagos Rak Santé et Lagos Médaillon. Et évidemment, il y a d'autres sites, il y a d'autres pays qui seront déployés dans la phase 2 du projet. Pour le moment, ce sont les pays qui sont intégrés, mais d'ici la fin de l'année, d'autres pays seront rentrés dans le projet. Utiliser la capacité sous-marine qu'on utilise, c'est EIS et SAT3, bien sûr, pour la sécurisation du trafic terrestre. Voici un peu Joliba et les boucles locales, comment on a interconnecté les différents capitaux. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a 2 voies terrestres sur les pays, sur la fibre optique au Sénégal. On quitte le Sénégal pour rentrer par le Mali en passant par Kidira sur la frontière du Sénégal. À partir du Mali, on entre vers la Côte d'Ivoire sur la frontière avec Pogo. À partir de la Côte d'Ivoire, on peut aller sur le Burkina par Wangolo et Dafra, qui sont des villes sur la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et à partir du Burkina, on peut aller au Ghana. Et à partir du Ghana, on peut aussi aller au Nigeria. Et bien évidemment, il y a un câble sous-marin qui relie Dakar à Abidjan, d'Abidjan à Accra et Accra à Lagos. Du coup, il y a trois voies pour un client.
C'est ce qui montre que c'est un réseau très résilient. Donc ça, c'est l'architecture de notre réseau IP. Donc, il est composé d'équipements de routeurs IP qui sont un peu interconnectés. Il y a le WDM qui sert de transmission et il y a ici l'IP qui va nous servir de donner des services VPL et IPL. Donc voilà le réseau IP et comme pour la transmission, ça quitte Dakar, interconnecté entre Médina et Ouakam et ça rentre au Mali par Kay et Kenyaba et ensuite ça sort par Sikasso pour rentrer en Côte d'Ivoire et pour être relié au Burkina Faso et bien évidemment après le Ghana et le Nigeria. Et ça, c'est le réseau WDM qui a été utilisé. Ça suit pratiquement le même principe que le réseau IP. C'est des équipements Huawei qui ont été déployés sur les différents pays avec des RADM et des OLA pour l'amplification du signal. Donc, ça quitte le Sénégal pour aller au Mali, ensuite rentrer par la Côte d'Ivoire et le Burkina, aller vers le Ghana et le Nigeria. Et il y a d'autres pays comme le Libéria, la Sierra Leone et le Togo qui seront intégrés dans la phase 2. Mais j'y reviendrai dans les slides suivants. Donc ça c'est ce que Joliba peut offrir en termes de liaison de bande passante. Comme Orange a un grand réseau international qui est accessible dans le monde entier, il y a 85 POP de Orange. Maintenant, ces 85 POP-là est interconnecté avec les 13 POP africains dont j'ai fait la liste tout à l'heure. Donc, grâce à cette interconnexion avec les 85 POP de Orange, donc toute l'Afrique de l'Ouest peut être maintenant connectée aux autres pays grâce à cette interconnexion. On peut aujourd'hui quitter Dakar et rejoindre partout dans le monde grâce à cette interconnexion qu'on a créée avec les 85 POP de Orange dans le monde entier. Donc ça, c'est une très bonne stratégie de croissance pour le continent ouest-africain. Là, si c'est une approche beaucoup plus dédiée, ça explique pourquoi on a mis en place ce réseau. Avant la mise en place du Joliba, c'était compliqué de vouloir créer un lien entre deux pays en Afrique de l'Ouest. Il fallait négocier avec chaque opérateur sur chaque pays, avec bien sûr des offres différentes et des complexités différentes. Mais grâce à la mise en place du Joliba, l'approche est devenue dédiée et centrée sur l'IP. Donc nous avons en bas le réseau de transmission qui est connecté avec l'IP. Du coup, quand un client veut des services, c'est très facile de lui donner le client, soit de l'EVPL, Internet Virtual Private Line, ou de l'IPL, International Private Line, de la transmission jusqu'à 100 gigas, c'est possible. Et aussi avec l'EVPL, on peut aller de 2 mégas jusqu'à 10 gigas. Oui, c'est ça, les solutions que Orange prévoit de déployer. Il peut faire de l'IP Transit, de l'IP Access ou bien du Mobile Data avec de l'IP Service et des CDN solutions. Grâce à ce réseau, les offres B2B en Afrique seront beaucoup plus étendues et toutes les offres-là bénéficient d'une portefeuille de sécurité de Orange avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'IPL avec le réseau de transmission qui a été mis en place et l'EVPL avec le réseau OTI qui est mis en place aussi, qui l'accompagne le réseau d'OVDM. Ça, c'est ce qui s'est passé avant, je l'ai un peu expliqué. Ce qui s'est passé avant, c'est ça, quand un opérateur qui est à Dakar, quand un client qui est à Dakar voulait être connecté à un autre site qui est à Ouagadougou, voici ce qui s'est passé. En bas, vous avez les différents pays avec les différents opérateurs. Donc, il fallait voir à Dakar, il fallait voir avec Sonatel pour le lien. Au Mali, il fallait voir avec Orange Mali ou un autre opérateur pour le lien. Pareil à Abidjan. Maintenant, à l'IP aussi, le client était obligé de gérer tous ces aspects-là. Le client était obligé de négocier avec chaque pays. Le client était obligé de voir les offres sur chaque tronçon où il passe et il n'avait pas de choix. Alors que grâce avec le réseau Joliba, cette possibilité et ces inconvénients ont été levés. On parlait sur le slide suivant. Et ça, c'est les inconvénients, comme j'ai dû expliquer. Et ça, c'est le réseau Joliba. Avec le réseau Joliba, vous voyez, maintenant, on n'est plus sur des clusters en bas. C'est un réseau maintenant unifié. C'est un réseau maintenant centralisé. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de Sénégal, Côte d'Ivoire, Bamako. Maintenant, on a créé un réseau d'OVDM qu'on appelle Joliba. De bout en bout, il n'y a pas de coupure, quoi. Et aussi en bas, c'est le réseau IP aussi qui suit la même logique. Donc, approvisionnement. Donc, ça, c'est du one single, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin
de négocier avec chaque opérateur sur chaque pays. On négocie directement avec Joliba et grâce à Joliba, il est possible d'être connecté partout en Afrique. Et ça facilite, c'est très simple pour le déploiement, c'est très simple pour la mise en œuvre et c'est très simple pour la négociation. Voilà un peu ce que je voulais apporter pour ce qui concerne le projet Joliba. Maintenant, ce n'est pas un projet qui s'arrête dans ces pays. Il y a d'autres pays qui vont rentrer. Et on est en train de connecter le Libéria qui se suivra de la Sierra Leone, du Togo et de la Mauritanie, qui sont en perspective dans la phase 2. Donc, d'ici la fin de l'année, le Libéria sera intégré et en début 2022, les autres pays comme la Sierra Leone et le Togo seront intégrés. Et en fin 2022, la Mauritanie sera intégrée au réseau Joliba. Merci beaucoup, Ndiogu. Je pense que tu viens même de répondre à une question que je viens de voir passer dans le chat qui demandait et le Libéria, ça sera pour quand? Donc, tu as répondu directement à la question. En tout cas, merci pour Oui, le Libéria, c'est pour bientôt. Je pense qu'on a déjà commencé les comités. D'accord. Okay. Oui. D'accord. OK. Merci beaucoup. En tout cas, Ndiogu, tu restes là. Tu peux jeter un coup d'œil sur les questions dans le Q&A. Si tu y a des questions que tu peux répondre directement, ça serait une bonne chose. En tout cas, merci. Après, on va pouvoir poser d'autres questions aussi. Et maintenant, c'est Ben Roberts qui va intervenir et nous parler du lien Mombasa-Kinshasa. Bonjour, merci Ghislain. Je m'appelle Ben Roberts et aujourd'hui, je voudrais parler du lien Mombasa-Kinshasa. Nous sommes désormais appelés Liquid Intelligent Technologies ou LIT. Et donc, c'est pourquoi j'ai inscrit ce jeu de mots. Le parcours Mombasa-Kinshasa est éclairé ou bien ELIT, qui est notre acronyme. Pendant la pandémie, nous avons vu de nouvelles tendances en ce qui concerne le trafic sur Internet et l'émergence de nombreuses collaborations, utilisation de certaines plateformes, appels sur Teams, l'adoption de Microsoft Teams par exemple, l'utilisation des visios et également une tendance pour le trafic d'évoluer depuis des échanges commerciaux vers des réseaux de consommateurs et par le biais de la téléphonie mobile via les points d'échange IXP. Donc, nous avons transformé la façon dont nous opérons et nous avons dû, en tant qu'opérateurs, nous adapter à ces nouvelles tendances. La latence est fonction de la distance, suivant les lois de physique que nous connaissons. Les retards sont créés par la distance d'un point à un autre. En 2018, j'ai mentionné ce lien, la façon dont le trafic circule d'est en ouest. 4000 km était le parcours le plus court de Kinshasa à Mombasa. Donc, le trafic prenait beaucoup plus de temps pour venir de Mombasa et pour aller en France, parce qu'il passait par France pour aller à Londres et revenait à Kinshasa pour repartir sur Londres. Et donc, il y avait également aussi des difficultés étant donné les transferts nécessaires entre pays francophones et pays anglophones. Et au lieu de prendre 14 millisecondes, ça en prenait près de 300.
Donc, nous y avons travaillé à cette nouvelle infrastructure. Il y a 3 parcours, 3 itinéraires. Celui du sud-est de Kinshasa à Mopashi, puis qui passe par la Tanzanie. Et donc l'itinéraire que vous voyez en bleu. Ensuite, il y a un autre ici. Vous voyez l'Afrique de nuit à gauche. Et vous voyez que ces nouveaux itinéraires traversent des régions sombres, noires, mais qui sont souvent densément peuplées tout de même. Donc, qui passent par des forêts denses ou des zones densément peuplées, habitées, mais où il y a souvent des lacunes au niveau des infrastructures, routes et bâtiments. Voici l'itinéraire actif qui, à l'heure actuelle, représente une valeur de près de 62 millisecondes. Donc, nous nous rapprochons de l'objectif et de Kananga à partir de Kananga, nous allons pouvoir à nouveau réduire la distance et donc la durée également. De même que la réduction de la latence, ces nouveaux itinéraires ont un impact pour des millions de personnes sur les premiers tronçons et tronçons médians. Il y a eu par exemple l'introduction de la première fibre à Juba. Et cela permet également d'atteindre des villes assez importantes qui n'étaient pas auparavant connectées. Il ne s'agit pas de villages isolés, mais de villes de taille substantielle qui n'avaient pas accès à la fibre auparavant. Donc, nous faisons une différence sur le tronçon médian également. Mais il y a aussi des défis qui se présentent à nous. Nous avons dû déminer dans une large mesure dans certaines régions. Il y a également des cours d'eau, des rivières à traverser, par exemple en République du Congo, démocratique du Congo. Et il y a un exemple dans une ville dont j'ai oublié le nom, ce qui n'est pas en RDC mais ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, il y a des difficultés à surmonter. Donc, nous utilisons pour cela une technologie Free Space que nous avions commencé à utiliser il y a quelques années. Ces dispositifs de technologie optique Free Space sont très performants. Sur l'itinéraire de Kananga à Goma, nous avons pu installer la fibre là où il n'y a pas encore, dans des zones où il n'y a pas encore de structure routière. Cet itinéraire est fait en partenariat avec Facebook et d'autres. Et nous avons pu collaborer avec ces autres organisations pour résoudre ensemble les problèmes grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies. Nous avons de cette façon accès à des experts et nous pouvons résoudre les défis très importants qui se présentent à nous parfois. Mais je reviens à un thème qui me tient à cœur, l'éducation, la formation. Il y a toutefois, en ce qui concerne les développements dont je parle, encore beaucoup à faire en ce qui concerne le dernier tronçon. La pandémie a mis en relief, en exergue, la rupture numérique. Et ce qui est unique dans ce que nous faisons, c'est que nous faisons une cartographie de
tous les établissements scolaires là où nous opérons. Donc, nous faisons une cartographie pour montrer la proximité par rapport à la fibre existante sur le terrain. Et de cette façon, nous avons accès à l'information qui permet aux établissements de se connecter à la fibre la plus proche. Et parmi les grandes tendances dans les réseaux africains, le nuage s'étend. On le sait, il y a de nombreux investissements au Cap et à Johannesburg, mais également dans d'autres villes comme Mombasa et Nairobi, au Cap. Et il y a des edge caches qui sont mis en place pour avoir accès aux données. Il ne s'agit pas seulement de connecter les zones mal desservies, mais il faut pouvoir que les villes d'Afrique de l'Ouest puissent accéder aux données partout dans le monde, en Afrique et au Proche-Orient et ailleurs, par l'itinéraire le plus court. Les chiffres de 2020 le montrent. Il y a eu une expansion du trafic intérieur et extérieur, ayant notamment entre le Nigeria et le Ghana. Les chiffres qu'a montré Mohamed en ce qui concerne les capacités, les échanges, j'ai été intéressée de constater que le niveau de trafic au Burkina Faso, ça m'a même étonnée. Mais nous voyons qu'il y a donc des échanges de plus en plus importants entre les pays en Afrique de l'Ouest. Et au fur et à mesure que le nuage se développe dans les grandes villes, Lagos au Kenya, en Afrique du Sud, nous verrons davantage de trafic en Afrique de l'Ouest, du Nigeria au Kenya, mais également ailleurs. Il ne s'agit pas uniquement de la RDC, et ça va avoir une influence sur... en 2014, il y a eu des ruptures des câbles sous-marins et on avait demandé à l'époque de déplacer la capacité d'Europe et de la placer en Afrique du Sud, entre l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. Je suis sûre que les câbles allant de l'Afrique du Sud vers l'Europe vont continuer, mais il y aura sans doute une nouvelle tendance, une évolution en faveur des pays, des échanges en Afrique. Enfin, je voudrais parler du commerce numérique panafricain. Nous avons parlé de l'accord d'échange africain et je pense que l'avenir qui va permettre aux compagnies nigériennes d'étendre leurs services à l'Afrique du Sud et c'est tout à fait intéressant ce développement. C'est vraiment pour moi la zone de croissance pour l'avenir. Merci de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci de cette présentation qui va, j'en suis sûre, provoquer de nombreuses questions. Et il y en a une, ce sera ma première question d'ailleurs. Vous avez parlé des défis des technologies CIVO. Est-ce que ça veut dire que les défis d'auparavant ne sont plus là? Je ne veux pas prendre trop de temps sur la présentation suivante, qui sera celle de Brian Davenport, qui va nous parler de sécurité
Alors, nous avons évoqué différents systèmes, le nuage et d'autres. Alors, comment faire en sorte qu'ils soient sécurisés? Bien. Bonjour, je vais qui assiste à ce webinaire, donc c'est excellent. Je vais essayer de m'en tenir à mes 10 minutes. Alors, sur moi, tout d'accord. Je suis ingénieur de solutions à Team Kimru, où nous organisons des webinaires comme celui-ci et nous développons des outils, des instruments gratuits. Je parlerai un peu de Team Kinru, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez utiliser ces instruments et comment faire en sorte que votre infrastructure soit sécurisée. Normalement, j'ai un chien et mon chien, normalement, vous le voyez derrière moi en train de dormir, mais là, j'ai l'écran du webinaire. Voilà nos instruments. Il y en aura 2 de plus que nous allons annoncer bientôt. Les plus populaires, ceux qui ont le plus de succès sont la référence Bogon, un préfixe Bogon qui est un paquet qui a une liste que vous pouvez télécharger. C'est un service gratuit. Vous pouvez obtenir la liste en question. C'est un instrument qui a beaucoup de succès. Nimbus est plus récent et de création récente chez nous. Vous savez qu'il y a beaucoup de collecteurs de NetFlow que vous devez construire vous-même. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de proposer un facteur à free flow. La partie commerciale de la compagnie a une liste d'abonnés très important, très large. Et cette liste concernant la réputation des hébergeurs peut être téléchargée. Donc, si vous êtes un fournisseur d'Internet, vous pouvez obtenir cette liste gratuitement. Ça vous donne des statistiques également. Il s'agit de redonner quelque chose aux communautés. Et encore une fois, c'est gratuit. Vous pouvez apporter, grâce à cela, également des comptes rendus, des rapports de réputation d'activité à vos clients. Ça permet de contrôler tous les trafics malveillants et autres problèmes de sécurité. Il y a également DDoS, l'instrument DDoS de protection qui a plus de 10 000 abonnés. Team Kimru apporte des informations en ce qui concerne permet l'instrument qui permet aux fournisseurs de faire des annonces. Tous les trafics malveillants qui ne devraient pas circuler sur le net font l'objet de notifications grâce à ce système. Il y a une question? Non? Quelqu'un tente de se connecter en même temps? Tout cela, encore une fois, est gratuit. Et si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Alors, pour ce qui concerne CIRT et l'amélioration de l'Internet, là aussi, grâce à ça, vous avez accès à toute la liste sur la réputation des
la liste avec la réputation, les caractéristiques de réputation des fournisseurs. Vous pouvez voir quel malware potentiellement ils font circuler. Il y a également des exemples de bonnes pratiques, des recommandations. Donc, ce programme d'assistance CIRT permet d'obtenir des informations relatives au malware. Et en ce qui concerne les événements, eh bien, nous en organisons, comme je l'ai dit. Nous essayons de nous rendre un peu partout dans le monde entier. Ça a été difficile avec la Covid. Mais bien sûr, pendant la pandémie, nous avons organisé depuis des webinaires qui vous apportent des mises à jour. Et voilà maintenant le bulletin d'information Dragon qui quotidiennement vous permet de recevoir un courriel avec tous les articles, les nouvelles, les ressources en ligne et des alertes par catégorie, comme vous le voyez ici sur la liste qui s'affiche. Et une fois que vos données auront été vérifiées, eh bien, vous pouvez, en envoyant votre adresse email, vous abonner à cela. Il y a une division de sensibilisation puisque notre travail consiste à créer des solutions, donc cette équipe diffuse. C'est intéressant de travailler avec des gens qui ont aidé à créer Internet et de faire partie de cela. Comme dans toute compagnie, évidemment, il y a aussi des produits qui sont en vente, mais qui s'adressent évidemment en priorité aux entreprises. Voilà, il me reste 2 minutes, donc je vais vous remercier. Il y a des liens ici qui s'affichent, si Nimbus vous intéresse, vous pouvez devenir partenaire. Si vous avez des questions sur NetFlow, je travaille avec cet outil depuis des décennies, donc je peux vous montrer comment les données sont mises en corrélation avec les listes. Vous pouvez également aller en apprendre davantage sur les projets d'atténuation d'attaques DDoS grâce au lien qui est là, où vous connectez avec l'équipe sur les médias sociaux. N'hésitez pas à vous adresser à moi personnellement. Ça me fait vraiment plaisir que de pouvoir établir des liens directs avec les personnes qui assistent au webinaire. Donc, si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou des commentaires et sur LinkedIn. Voilà, merci de votre attention et je serai heureux de répondre aux questions. Merci, Brian, pour ces idées. Je pense que les participants et tout l'écosystème vont pouvoir profiter de cette information. Et en dernier, je voudrais accueillir Adeyemi et le PDG de Cloudflex en Nigeria, qui va parler de la création le nuage en Afrique, les leçons à en tirer. En plus, alors oui, il a dit il a mentionné qu'il y a plus de la tendance, c'est vers le nuage. Alors, ce sera intéressant. Merci. Merci. Un instant. Merci et comme je vais essayer de pas prendre plus de 10 minutes. Alors, Cloudflex a commencé en 2016. L'idée, c'était d'établir une plateforme de nuages en Nigeria. C'était longtemps avant. Et nous n'avions pas dans cette région pour avoir... nous voulions un écosystème que les
les gens du coin pouvaient en profiter. C'est intéressant parce que nous avons établi nous pouvons décrire aux gens, ils ne croient pas que nous avons des centres de données au Nigeria. Ils ont des difficultés à croire que nous avons des centres de données. Alors, nous avons commencé à Rack Center. Nous avons commencé avec des outils Dell, mais nous sommes passés ensuite à Huawei. Alors, nous avons créé 2 plateformes de nuages. C'est qui comprend un centre de données et un centre pour l'échange sur le nuage. Et ils seront réalisés dans le prochain mois. Et un nouveau centre de données en Nigeria aussi nous donnera de la présence en Nigeria. Et nous pouvons ouvrir vers le marché en Afrique. Comme ce que fait Liquid Intelligence, c'est l'interconnexion de l'Afrique. Et notre présence sur la plateforme nous permet de contribuer à cette tendance. Il y a des entreprises dans l'Est d'Afrique qui veulent qui veulent commercialiser avec les entreprises dans l'Ouest. Cette connexion nous permet de connecter ces entreprises. Alors, c'est l'idée derrière nos intentions. Nous sommes très fiers de notre plateforme. Je voulais juste montrer les avantages de cette plateforme. Nous considérons aussi comme une plateforme de nuages, mais aussi vous voyez les marques qui ont la capacité de profiter de cette interconnexion. Prochaine diapositive. Je n'ai pas la diapositive ouverte. Je vais parler de la prochaine diapositive pendant que j'attends. Comme Ian a mentionné, les défis au Nigeria. Mais au Nigeria, ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer quelque chose local. C'est Brian qui a parlé de la latence. Alors, nous avons une latence de moins de 50 millisecondes grâce aux IXPN au Nigeria. Sans ce point d'échange, le routage serait différent. D'avoir les points d'échange en Nigeria, notre trafic est local et la latence est réduite. Alors, ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer les câbles sous-marins disponibles en Nigeria en ce moment. Et vous voyez le coût de la connexion au Nigeria. Et vous voyez ensuite les câbles sous-marins qui vont impulser le marché et le câble, ce qui va rendre les prix intéressants de connexion. Il y a le grand marché et l'investissement dans les câbles qui vont créer des prix, des tarifications intéressantes. Et Liquid Intelligence est aussi en train de créer cette interconnectivité dans l'Afrique. Et je pense que l'avenir de l'Afrique devient très intéressant du fait. Alors, voilà un tableau qui montre le Nigeria. Les gens sont peu conscients des centres de données au Nigeria. Nous dépendons de ce centre de données et beaucoup de fonds ont été investis dans le pays et ce qui nous permet d'accroître notre plateforme, d'étendre l'influence. Alors, c'est juste pour vous montrer, et c'est intéressant, c'est lorsque je présente sur ce thème. Nous avons 6 ans
de présence sans une minute sans opération, hors d'opération. Et je crois que l'équipe a travaillé tellement bien pour nous fournir un service sans interruption. Alors, c'est pour vous montrer ce que nous avons fait sur notre plateforme Nuage. Les gens ont échangé de trafic entre les centres de Nuage. Alors, notre écosystème travaille avec Rack Center et Liquid Intelligence, les technologies de matériel, de l'équipement. Nous avons des ingénieurs sur place et de soutien. Et nous utilisons Vim pour le soutien. Et pour le stockage, nous pouvons fournir des services comme vous voyez. Et nous utilisons Fortinet pour notre accès en périphérie. Et nous l'avons comme pare-feu, ce qui nous permet d'avoir le contrôle du pare-feu. Et nous permet un peu d'indépendance et à nos partenaires aussi. Alors, cette diapositive vous montre la structure et vous montre aussi le marché et l'infrastructure. Nous avons établi la configuration de cette façon et nous avons 2 ou 3 clients qui ont des équipes de développement. Alors, les services que nous fournissons, nous avons 2 centres de données qui sont interconnectés, ce qui nous permet d'avoir le stockage. Le défi que nous sommes confrontés par les difficultés d'utiliser les centres de données locaux. Alors, les entreprises plus importantes ont une plateforme DevOps plateforme qui peuvent utiliser et passant par l'Internet. Alors, les avantages d'une plateforme locale sur le nuage, la localisation des données n'est pas encore présente en Afrique, mais nous avons une latence de données réduite. Nous ne faisons pas payer à nos clients les coûts de sortie. Une chose que nous avons constatée, que 60% des entreprises, nous pouvons maintenir nos prix pour nos clients. Alors, les clients payent ce qu'ils utilisent. Et ce que je vois comme une tendance pour l'avenir, il n'y a pas en Nigeria des stockages pour la musique, les films, rien pour les ensembles de données. Et c'est toujours en YouTube, au lieu d'être des ensembles de données locaux. Pour développer ce contenu, il faut des ensembles de données plus importants, locaux. Et des agences de crédit, nous n'avons pas d'agence de crédit. Alors, vous voyez les entreprises, la concurrence, oui, l'économie. Je pense que j'ai déjà mentionné quelques thèmes et d'autres orateurs ont déjà parlé des besoins accrus de nuages pendant ces 18 mois derniers à cause de la pandémie. Et nous verrons de plus en plus de demandes de la nuage et de la connectivité en Afrique et l'expansion des centres de données. Juste pour finir, j'avais une diapositive qui montrait l'investissement en Nigeria, comme par exemple que fait le Liquid Telecom. L'investissement présente un défi que c'est plutôt les gouvernements, nous subissons un manque de soutien des gouvernements. L'investissement vient de l'extérieur et pour réduire en périphérie, mais il manque de nuages, infrastructures de nuages en Afrique.
à part ce que nous faisons et d'autres entreprises font. Alors oui, dans la région, oui, nous travaillons là-dessus. Merci. Thank you, Aderemi. Merci, Aderemi, pour votre présentation sur les services de nuages. Je pense que c'est très intéressant. Nous allons faire passer un sondage sur l'écran pour vérifier sur quelques thèmes sur le nuage. Ben, par exemple, Aderemi a parlé des avantages pour servir le marché en Afrique. Alors, ce que je voulais savoir est, comme c'est une chaîne de valeur, le nuage, qu'est-ce que vous voyez, à quel défi êtes-vous confronté lorsque vous voulez installer vos plateformes? Qu'est-ce qu'on fait pour attirer ces industries sur cette plateforme? Elle peut être très jolie, mais comment est-ce que vous attirez la présence des industries? Et quels sont vos défis? Ben ou Aderemi? Oui, je dirais, j'ai bien aimé la présentation d'Aderemi, c'est tellement important. C'est des ensembles de données il faut avoir le nuage local en Afrique et des entrepreneurs comme ça en Afrique. Ils ne vont pas avoir une présence dans tous les pays pour l'instant, mais remplir le nuage, c'est clé. Et je pense que entrer dans l'espace de la consommation locale, du consommateur, même la musique, les gens pourraient peut-être acheter les CD, oui, mais de leur donner d'autres options. Au Maroc, par exemple, la plupart de ces revenus proviennent des États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu de films, de musique qui pourraient sortir de l'Afrique et qui pourraient être partagés. Et je pense c'est une opportunité mais il s'agit que les gens s'habituent à payer ce type de contenu et qu'ils font plus. C'est question de changer les habitudes et de s'assurer que les artistes soient payés, mais le contenu sur YouTube n'est pas toujours ne génère pas souvent des revenus pour les artistes. Merci. Aderemi, vous avez quelque chose à dire? Non, j'ai pas entendu la question. Alors, je disais, les plateformes de nuages, comment est-ce qu'on peut attirer ces industries à ces plateformes, comme par exemple la musique, les films? Comment est-ce qu'on peut les attirer sur les plateformes? Oui, c'est une chose qui reste à faire, mais il n'est pas possible de le faire uniquement par les plateformes de nuages. C'est aussi une question de livraison et la façon de livraison. Ceux qui ont les adhérents mensuels, oui, ils peuvent avoir accès. Mais si vous considérez cette possibilité, c'est parmi les telcos, mais les telcos ne fournissent pas de plateforme pour la plupart des gens pour que ce soit un système viable. Alors, une fois résolu ce problème, nous aurons plus d'accès à ce type de politique et d'avoir ce type de contenu. Merci beaucoup. Je pense que nous allons maintenant passer au sondage, à l'enquête. Nous avons une question à laquelle vous pouvez répondre. Selon vous, quel est le plus grand défi pour un écosystème de peering et d'interconnexion développé en Afrique de l'Ouest?
Donc, vous pouvez voter, manque de capacité, manque d'investissement, absence de politique ou manque de coordination entre les États membres. Vous pouvez vous exprimer pendant encore quelques secondes. Est-ce que cela est dû au manque de programmes de renforcement des capacités? Est-ce que c'est dû au manque d'investissement? Est-ce que c'est dû à l'absence de politique réglementaire qui habilite la mise en place de ces infrastructures? Ou bien est-ce que c'est un manque de coordination entre les États membres? C'est juste pour avoir votre opinion. It's just for us to get your insight. Bien, apparemment, manque de capacité 9%, manque d'investissement 35%, absence de politique et réglementation 33% et manque de coordination 22%. Donc, c'est le manque d'investissement et le manque de l'absence de politique qui sont identifiés comme facteurs les plus importants. Je voudrais maintenant m'adresser aux panélistes et leur demander quels sont, à leur avis, les autres défis à part ces deux-là qui ont été identifiés. Est-ce que vous souhaitez commenter sur cette question, Brian ou Mohamed? Il n'y a pas qu'un seul facteur responsable. Ce sont tous les facteurs mentionnés combinés qui sont responsables, qui représentent le défi. Le principal opérateur représente une difficulté parfois. Et plus il y a de monde en transit, le mieux. Il y a souvent un manque de politique, de capacité. Il n'y a pas toujours de système de licence pour les IXP. Et puis, le manque de coordination dans la région d'Afrique de l'Ouest, c'est très important. Il y a une association de télécommunications, de régulateurs, mais il se concentre sur les réglementations des compagnies de télécommunications et non pas de notre domaine. C'est la raison pour laquelle nous essayons de faire pression et nous espérons qu'il y aura un sommet sur cette question du peering et des interconnexions. Il n'y a pas aucune justification à ne pas avoir de connexion en raison des coûts élevés. Donc, si vous me posez la question, eh bien, je dirais que ce sont tous ces facteurs combinés qui sont tous présents dans la région qui nous intéresse. Et c'est peut-être là la difficulté que l'on a demandé au public de choisir. J'ajouterais que la cohérence en ce qui concerne les principes de la protection de données sont un élément clé pour moi. Donc, j'ajouterais cela à l'absence de politique. Il y a des politiques concernant la souveraineté des données qui sont très tournées vers l'intérieur du pays et qui ne sont pas favorables au développement de l'écosystème. Il y a parfois des mesures qui sont régressives, certaines applis, comme nous l'avons vu, qui ont été interdites en Afrique du Sud. Il s'agit de limiter il s'agissait avant de limiter, mais au cours des 10 dernières années, il y a une tendance à la déréglementation. Il y a davantage maintenant de petits acteurs et c'est cette ouverture qui peut modifier le paysage du secteur. Je me souviens qu'un représentant avait dit que les régulateurs étaient là pour
pour appliquer des mesures répressives. Tant que c'est le cas, eh bien, rien ne changera, mais nous constatons désormais qu'il y a une ouverture, il y a davantage de concurrence, et c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a davantage d'acteurs dans le paysage du secteur. Passons maintenant aux questions du public. Il y a un certain nombre de questions dans le Q&A. Quels sont les avantages des projets Joliba pour le gouvernement national et pour les IXP? Et quelle bande passante? Je pense que ici, Ndiogu, on parle quel est le bénéfice de Joliba, du projet Joliba sur les points d'échange en Afrique de l'Ouest? Donc, ça, c'est une question. Est-ce que vous êtes connecté sur les points d'échange? Et il demande aussi quelle est la capacité de transmission du projet Joliba. Je pense que vous avez dit 100 gigas en couplage de 10, si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez répondre à la question. OK, je ne vois pas. Quel serait l'impact de ces développements pour une maturité du pays en termes d'écosystème? Napafrica, par exemple, le premier à avoir un type d'échange privé. Et nous savons ça existe maintenant au Kenya, au Nigeria, et au fur et à mesure que l'écosystème arrive à mutarité, il y a aussi des échanges privés et avec une présence dans certains des pays africains. Oui, s'il y a une opportunité, donc, et si le secteur est suffisamment mûr et s'il y a une lacune qui n'est pas comblée par les IXP existants, donc j'invite les IXP existants à s'assurer qu'il n'y a pas de rupture, de lacune dans les services et qu'il y a les centres de données, quoi qu'il en soit, vont toujours créer des nouveaux EXP, donc il y a des possibilités là. Avez-vous des statistiques sur l'intersolvabilité, Django? Pas mal de questions en ce qui concerne Joliba. Malheureusement, Django ne peut pas nous rejoindre en ce moment. Il y a une question de Ouattara. Quels sont les défis de Mombasa? Est-ce que vous avez l'intention de diverger par rapport à votre approche, votre méthode de point à point? Oui, l'Afrique de l'Ouest, c'est là que l'on cherche à faire de l'expansion, mais également d'autres pays qui ne font pas partie du réseau encore. Il y a de nombreuses potentialités, il y a des liens transfrontaliers dans des pays où nous ne sommes pas encore présents, Malawi par exemple, et ailleurs. Oui, il y a bien sûr des opportunités d'expansion. Bien, voilà pour les questions que nous avons. Moi, j'ai une question qui s'adresse à Brian. Vous avez parlé de la collaboration avec les points d'échange pour le développement d'un environnement sécurisé. Quel est le processus? Ils vous écrivent et puis vous répondez, ou bien vous leur montrez comment procéder au niveau d'un IXP? Comment est-ce que vous procédez pour ce faire? Oui, alors pour ce qui concerne la collecte d'informations, il se peut qu'un point d'échange ait un petit personnel, pas beaucoup d'investissement pour acquérir des solutions de sécurité, ne sait pas forcément comment configurer NetFlow. À Team Kinru, nous avons un hébergement sur nuage, donc nous sommes accessibles, et pour s'abonner à un service, si
un IXP veut faire une annonce ou bien un FAI qui fait partie d'un échange. Vous pouvez remplir le formulaire avec votre ASN, adresse IP, etc. Et à partir de là, nous créons un collecteur avec l'interface Kibana pour explorer le système. Et donc, il s'agit uniquement de s'inscrire sur le site web. Merci. Merci de cette réponse. Jean-Baptiste, vous souhaitez intervenir? Jean-Baptiste, est-ce que tu te sens confortable de répondre à des questions de Dieu? Oui, s'il n'est pas là, je pense qu'il avait des soucis, il revient, mais s'il n'est pas là, je peux répondre à ça. OK. Et il y a une question dans le chat qui dit quelles sont les statistiques pour le end-to-end reliability? Ça veut dire d'un pays à un autre pays, dans le réseau Orange, Joliba, quel est le taux d'assurance que le réseau est de bonne qualité? C'est une question de Andrew Basket. Oui. Bon, à date, j'ai pas toutes les statistiques, mais donc à ce niveau-là, j'ai pas les statistiques pour répondre confortablement à Andrew. Donc, je pense que Diogo pourra reprendre ce point et compléter avec lui en termes de statistiques ou de latence entre les différents POP. Je pense que la question, c'était plus les latences entre les différents POP. OK, d'accord. Maintenant, en termes de disponibilité, aujourd'hui, comme le disait, comme on appelle, FAL, je pense qu'avec la résilience qui est proposée sur les deux axes via le corridor Ghana ou via le corridor Côte d'Ivoire pour interconnecter les différents POP, à date, les latences sont bonnes. En fait, la disponibilité, elle est bonne. Elle peut être sujette seulement aux intempéries environnementales, mais à date, on a un bon taux qui respecte les standards parce que pour les utilisateurs. D'accord. Okay. Et aujourd'hui, en termes de présence à un point d'échange, on peut dire que Joliba est présent ou le réseau Orange est présent sur combien de points d'échange en Afrique de l'Ouest? Sur l'Afrique de l'Ouest, déjà, sur le cas du Burkina, Joliba a deux POP qui sont là, donc qui sont reliés au réseau de Orange au Burkina. Mais à terme, ces POP-là vont être directement, selon l'évolution de la stratégie de Joliba, être connectés directement aux deux POP du point d'échange du Burkina, donc du BFX à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, ce qui permettrait de rendre disponible, donc, en tout cas, la communauté locale à l'ensemble des réseaux desservis par Joliba et en Afrique et dans le monde. D'accord. OK. Allô, Ghislain? Oui. Voilà, j'avais un souci technique là sur mon ordinateur. OK. Je te présente vraiment mes excuses. It's OK. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je pense que Jean-Baptiste a répondu aux questions. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de notre séance aujourd'hui. Donc, je voudrais remercier tous les panélistes, à moins qu'ils aient quelques dernières remarques à faire. Brian, merci à tous de votre attention et n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Ben, merci d'avoir organisé ce webinaire. Ce type d'événement est excellent parce que nous avons des lacunes, c'est sûr, en termes de peering dans la région. C'est vraiment important que de tenir ces conversations vraiment au niveau des régions et communautés locales de la région d'Ouest Afrique. Mohamed, je voudrais simplement reprendre ce qu'a dit Ben et nous n'entendons plus l'orateur. Mais qu'il est bon de pouvoir se connecter au niveau local.
Merci au public d'avoir suivi ce webinaire et nous serons très heureux de participer aux prochains événements de ce type. Adérémy, merci de m'avoir donné la parole. Ça a été vraiment très intéressant pour moi. J'en ai tiré des leçons intéressantes, importantes. Et toutes les facettes, je crois, qui ont été évoquées aujourd'hui contribueront à améliorer la situation dans la région. Diongo, une dernière remarque? Ton micro est désactivé. OK. Oui, voilà. Je disais, c'était intéressant le point qu'on a fait et on a beaucoup appris, quoi, surtout des autres panélistes qui nous ont beaucoup présenté le réseau, etc. Nous espérons que l'Afrique de l'Ouest sera bien connectée comme nous le souhaitons, quoi. Que tous les pays, que toutes les grandes capitales africaines soient vraiment connectées sans les issues de frontières, etc. Et que ça permettra d'éviter que certains endroits enclavés du continent soient bien desservis en Internet. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndiogu. Merci à tous les panélistes à nouveau. Merci aux sponsors Afrinic, Main One, Flex Optics, Rack Center, Facebook, Team Kimru et PEX. Merci à tous. La discussion va se poursuivre et je voudrais porter votre attention sur la série de peering virtuel qui se concentre sur l'ensemble du continent africain et pas seulement sur une région spécifique. Il y en aura une réunion le 3 août 2021 de 13h à 14h30. Pour la première, voici le titre, Fear to Peer, suite à la pandémie, quel est l'avenir du peering handshake, de collaboration? Et nous aurons les panélistes suivants, Rebecca Klaas-Peter, Esther Paal, Yolandi Robinson et Nico Chintu, que vous voyez à l'écran, ainsi que leurs fonctions dans différentes organisations. Avec comme sponsors Flex Optics, Facebook, PAIX, Snap Africa et Microsoft, qui appuieront cet événement. Je voudrais vous remercier avec quelques minutes de retard. Je voudrais clore cette réunion. Merci encore à tous et heureux de vous revoir à la prochaine réunion de cette série. Merci et au revoir.